Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir et tout ça sans complexe. Alors aujourd'hui dans Kif Taras, nous allons évoquer un thème qui nous est cher, c'est celui du rapport à la langue, à nos langues et partant de là à nos écrivains et écrivaines. Nous pratiquons nos langues, nous les créons, parfois nous les subissons. Les langues sont au cœur de la définition de nos cultures et de nos appartenances. Langue maternelle, langue nationale, lors de transmission, nos langues sont multiples et c'est encore plus complexe quand nos parents, nos familles ont un rapport compliqué, parfois paradoxal, d'amour-haine avec la langue française en raison de l'histoire. Je pense évidemment aux anciens territoires qui furent dominés par la France et la langue française et qui de nos jours forment pour beaucoup la francophonie. Nous saisirons les langues pour cet épisode à travers le prisme particulier de la littérature, fer de lance de toute langue, grâce au prestige qui auréole l'écrit et les lettres. Comment notre langue devient littérature et comment nos plumes deviennent écrivaines et écrivains, c'est le thème de ce nouveau Kif Taras. Nous avons le plaisir de recevoir Kautar Archi qui a accepté de nous livrer son expertise. Salut Kautar. Salut. Kautar. Merci d'être parmi nous. Merci. Tu es écrivaine et sociologue des arts et de la culture. Tu as publié plusieurs romans et des textes courts également. Et dernièrement, dans un essai intitulé « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », des écrivains à l'épreuve en 2016 aux éditions Fayard. Alors dans Kif Taras, on a un petit rituel. On demande à nos invités de nous dire comment ils se situent sur le plan racial pour que nos auditeurs et auditrices sachent d'où ils ou elles parlent. Donc par exemple, Rokhaya est noire et moi je suis asiatique. Et toi, Kautar, est-ce que tu te définis et si oui, comment ? Je me définis pas, mais disons que je peux remarquer que les autres ont une tendance à me définir. Et c'est vrai que dans certaines interactions, dans certaines relations, je suis parfois perçue comme une femme arabe, donc avec un processus de racisation défavorable. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es rendu compte justement de l'intervention de ce processus ? Oui, c'est intervenu assez tôt. C'était en classe. Quand j'étais au début du collège, je crois, la fin d'année, l'enseignante avait distribué un ensemble de livres à la classe et tous les élèves avaient un livre semblable et j'avais un livre différent. Et mes camarades qui étaient un peu jaloux, etc., ont demandé pourquoi Kautar, est-ce qu'elle a le droit d'avoir un livre différent ? Et l'enseignante avait répondu parce qu'elle est différente. Et du coup, c'est vrai que ça m'a marqué, mais ça fait partie de ces expériences que j'appelle des expériences d'intensité basse, dont l'intensité haute, en vérité, se révèle progressivement avec le temps. Donc je suis revenue à cette expérience beaucoup plus tardivement, et puis voilà. T'étais la seule en fait de ta classe à être, entre guillemets, soi-disant différente ? Ouais. D'accord. Et donc depuis, je me vis comme particulière et Est-ce différente. que ton livre était mieux ? Je crois qu'il était mieux, oui. Finalement, tu as gagné. Alors, dans ton essai qu'on a déjà évoqué, qui s'appelle « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », des écrivains à l'épreuve, tu étudies le rapport de 5 écrivains algériens par rapport à la langue française et par rapport à leur place dans le patrimoine culturel littéraire français. Ces 5 écrivains sont Kateb Yassine, Assia Djebar, Rachid Boudjedra, Kamel Daoud et Boualem Sansal. Ce sont des écrivains algériens qui ont tous écrit en langue française qui n'est pas leur langue maternelle. Tu évoques la langue comme un butin de guerre souillé de la violence de la colonisation. Quel est le rapport entre la langue et la colonisation ? Alors cette expression butin de guerre, ce n'est pas mon expression, c'est l'expression de Kateb Yassine et c'est une expression qui a connu un grand destin, qui a longuement été débattue. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de l'entreprise coloniale, c'est une entreprise qui a connu différentes facettes et qui a fait émerger, on pourrait dire, différents outils de domination. Et la langue française, la manière de l'enseigner, mais aussi la considération des valeurs qui l'entourent, le prestige qui est le sien, a aussi été utilisé pour mettre en place ce qu'on pourrait appeler une sorte de processus de déculturalisation de la population colonisée, dans le but à la fois de lui inculquer cette langue, tout en considérant que cette langue serait susceptible de la civiliser, de l'assimiler. Et donc on voit bien ici qu'il y a une tension très forte entre l'entreprise impérialiste et la langue qui est dotée
d'une fonction, d'une mission civilisatrice, puisque la langue française est pensée comme langue de civilisation, c'est-à-dire comme langue qui a pour but de civiliser ceux que l'on considérait comme étant non civilisés. Donc évidemment que la domination coloniale a aussi été une entreprise de domination linguistique. Alors moi, je suis descendante de colonisés. Et quand j'ai lu ton ouvrage, je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu décrivais, même si évidemment je n'ai pas donc ce rapport de domination directe avec la langue française, puisque je sais pas, pour moi, quand on dit maternelle, parce que moi, ma langue maternelle, c'est le chinois. J'ai appris le chinois comme avec ma famille et j'ai parlé chinois exclusivement jusqu'à l'âge de 3 ans. Et ensuite, la langue française a pris le dessus puisque je suis allée à l'école et petit à petit, la langue chinoise est restée figée dans ce qu'on appelle aux États-Unis le kitchen Chinese. Ça veut dire que c'est une langue uniquement domestique, dont je me sers pour avoir des interactions avec des personnes. Kitchen Chinese parce que c'est pour manger en fait. C'est des choses très très basiques. Et souvent, je repense à réapprendre cette langue donc que j'ai pu rejeter à un certain moment. Donc, même si c'est pas un rapport de domination qu'a eu la langue française sur moi, c'est quand même quelque part un rapport qui est similaire à ce que tu décris. Et je trouve que pour les deuxièmes générations qui comprennent peut-être, mais qui ne parlent pas la langue de leurs parents, il y a souvent un enjeu qui est linguistique qu'il y a avec cette langue maternelle qui va au-delà de l'outil de communication. Il y a une vraie symbolique qui est forte. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait sienne une langue, parce que le français, elle est mienne aujourd'hui, et comment on s'approprie une langue. Oui, c'est une question qui est particulièrement complexe et que des écrivains comme Kateb Yassine ou Rachid Boujedra ou encore Assia Djebar, mais aussi d'autres, se sont posés. Et c'est toute la problématique de ce qu'on a pu appeler les écritures postcoloniales. C'est-à-dire comment finalement réussir à dominer une langue dominante. Est-ce qu'il est possible de s'affirmer? Est-ce qu'il est possible de se constituer comme sujet politique à partir d'un médium linguistique, ici la langue française, qui est une langue qui a été politiquement définie comme supérieure en tant que langue européenne à tout un ensemble d'autres langues et en particulier aux langues des populations colonisées. Donc, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu développer dans mes recherches, c'est un ensemble de stratégies qui ont été développées de manière assez singulière au regard des singularités dont sont porteurs les artistes en question, pour essayer finalement de dire quelque chose qui n'est pas entendable dans la situation de la métropole, par exemple, si je pense au cas de Kateb Yassine, et Kateb Yassine condensait notamment cette stratégie en disant « j'écris en français pour expliquer aux Français que l'Algérie n'est pas française ». Donc je crois qu'il y a dans cette appropriation de la langue française dans un contexte et dans un espace donné, le souci aussi de considérer qu'un discours est à produire à destination des métropolitains en situation coloniale et ensuite à un ensemble d'institutions, un ensemble de réseaux, un ensemble d'acteurs en situation postcoloniale. Donc évidemment qu'il y a un enjeu très fort qui d'ailleurs place les écrivains que l'on dit francophones, et cette appellation, cette dénomination francophone elle-même, il faut l'interroger. Elle est intéressante parce qu'elle permet finalement de montrer à quel point s'il y a de la domination, et il y a de la domination, il y a aussi des pratiques de résistance. Il y a aussi des pratiques de contournement, ou du moins des pratiques qui tendent à suspendre, pour un temps donné, une forme de contrainte qui est pleine et qui est entière à l'endroit symbolique. Mais il n'y a pas un paradoxe justement au fait de clamer l'indépendance d'un pays et son autonomie politique dans la langue de l'oppresseur, et ce faisant, on s'adresse effectivement aux gens qui font partie de la majorité dominante coloniale, et en même temps on se prive d'un lectorat qui fait partie des premiers concernés, puisque le taux d'alphabétisation en langue française était relativement faible à l'époque de Kateb Yassine, et puis effectivement de manière générale l'accès à la littérature est réduit aux sphères plutôt qui ont eu accès à une forme d'instruction assez avancée. Oui, bien sûr, on peut tout à fait considérer qu'il y a un paradoxe, mais je dirais que ce paradoxe il est lié à la structure en fait, il est lié à la condition minoritaire dans laquelle ces écrivains sont
placés, et en particulier ici le cas des écrivains algériens, puisque c'est avec eux et à partir d'eux que j'ai travaillé. Si on s'éloigne un peu, on peut considérer par exemple le cas du Sénégal, qui est un cas particulièrement intéressant. Et c'est intéressant, par exemple, d'observer la démarche de ces dernières années qui a été entreprise par un écrivain, mais qui est aussi éditeur, mais qui est aussi universitaire, qui est Boubacar Boris Diop, qui a énormément travaillé et qui continue à travailler pour revenir à la langue wolof, en considérant effectivement que ce qui devait être dit, ce qui devait être expliqué, transmis à la population majoritaire a été fait, et que maintenant, ce qu'il s'agit de rebâtir, c'est la nation sénégalaise à partir de la construction d'un patrimoine littéraire sénégalais. Mais on pourrait dire que finalement, on continue à être dans le paradoxe, puisque la collection Seytou, qui est une collection éditoriale qui a été notamment publiée par les éditions Zulma et Mémoires d'Encrier, comporte des ouvrages de langue française très importants, des ouvrages de Mariam Abba, d'Aimé Césaire et de Jean-Marie Grégoire Leclésio, traduits en langue wolof. Et il y a là, il me semble, quelque chose politiquement qui se réalise, c'est-à-dire comment à un moment donné, des langues qu'on va appeler des langues minorées vont décider de se ressaisir d'un patrimoine qui est un patrimoine occidental, qui est un patrimoine européen, mais pour lequel on considère qu'il y a une possibilité d'universalisation et que l'universalisation littéraire se réalise dans la langue wolof est quelque chose qui me semble être particulièrement fort, puisqu'évidemment, là, la question du lectorat, on voit bien qu'il y a un changement de destinataire. Donc le wolof étant une des langues principales du Sénégal. Dans ton livre, tu mets le doigt sur un thème qui nous est cher dans Kif Taras, c'est de faire entrer dans la politique, dans le politique, quelque chose dont on peut croire que cela échappe justement à ce domaine politique. On l'a déjà disséqué dans Kif Taras à propos de la sphère intime des attirances sexuelles ou amoureuses avec Faiza Guène ou des arts de la scène avec Marine Bachelot-Nguyen. Kautar, tu fais la critique de la manière dont on fait la critique littéraire et tu questionnes l'hégémonie de l'institution littéraire française liant les inégalités de l'espace littéraire à l'ethnocentrisme français. Qui décide et comment on fabrique des écrivains qu'on va labelliser écrivains de génie ? Alors, le champ littéraire, c'est une structure particulièrement complexe. C'est un champ social qui a un fonctionnement, on pourrait dire, semblable, avec un certain nombre de particularités par rapport aux autres. Ce qui est très important, c'est d'essayer de comprendre que derrière la valeur littéraire, il y a quelque chose qui s'appelle l'entreprise de valorisation. C'est-à-dire que des gens, ce qu'on peut appeler des professionnels de la lecture, des professionnels de l'écriture, des professionnels du commentaire, vont constituer une sorte de chaîne, une assez longue chaîne, une chaîne assez complexe, qu'on dit parfois être la chaîne du livre, et qui est en fait constituée par un réseau d'intermédiaires. Il y a donc des intermédiaires du travail littéraire, et on peut penser à la figure de l'éditeur, mais on peut aussi penser à la figure de l'attaché de presse, les commerciaux ont un rôle très important, bien évidemment les critiques, les jurys des prix, les membres des académies, etc. Ce qui est intéressant, c'est que quand on plonge dans ces questions-là, on a immédiatement affaire à une catégorie, une sorte de distinction qui semble aller de soi, mais qui en vérité n'est pas si évident que cela. C'est la distinction que l'on va opérer entre le groupe des écrivains français et le groupe dit des écrivains francophones. Ce qui est intéressant, c'est que la manière dont tout cela s'est constitué a permis finalement d'accorder une forme de centralité à la littérature française. Et vous voyez, on dit littérature française, c'est-à-dire qu'il y a une dimension nationale, c'est-à-dire que l'on va considérer que les frontières de la nation française ont quelque chose à voir avec les frontières de sa production littéraire, sa production symbolique. Et il y a ce que certains ont appelé la périphérie, la très très large périphérie. Et quand on dit d'ailleurs écrivain francophone, ou quand on parle de francophonie, on informe peu du pays d'origine, on informe peu de la langue maternelle qui serait celle de l'auteur. On signale simplement que cela ne fait pas partie, ou que cela ne fait pas encore pleinement partie, ou le fait qu'il y a un doute, un questionnement sur l'appartenance à la littérature française, à ce patrimoine-là. Donc il me semble là qu'il y a une forme de tension
qui a notamment été institutionnalisé, on pourrait dire, par l'émergence de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça a été une manière d'institutionnaliser une frontière entre l'ancienne métropole et les anciens territoires colonisés. Ce qui veut dire, et c'est cela qui m'intéresse tout particulièrement, qu'on peut considérer qu'il existe une sorte de fabrique littéraire de l'altérité. La production de la différence, la production de la distance a aussi pour lieu cet espace-là dans la manière dont les écrivains dits francophones sont perçus, sont jugés, sont qualifiés, sont lus, sont catégorisés, sont primés, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement au sein même de la francophonie des différences de traitement entre les gens qui sont francophones issus des anciennes colonies françaises et les gens qui sont francophones de pays limitrophes? Je pense notamment aux Belges ou aux Suisses. Enfin, je pense qu'une autrice comme Amélie Nothomb n'est pas du tout perçue de la même manière que Assia Djebar, même si c'est pas du tout le même type de littérature. Tout à fait. Ça pose la question évidemment de la manière dont la francophonie s'est historiquement construite, de la manière dont on a essayé de faire de la langue française une langue dominante, et puis progressivement c'est plus l'idée d'une langue en partage qui est apparue. Mais il est évident que pour aller rapidement, il y a une distinction très forte et qu'on sent de manière quasi intuitive quand on pense à ce qu'on pourrait appeler la francophonie du Nord et par rapport à ce qu'on pourrait appeler la francophonie du Sud. Ce qui est assez intéressant dans le cas d'Amélie Nothomb, mais on pourrait aussi penser à Simenon, on pourrait aussi penser à des auteurs suisses comme Ramuse. Ils ont passé la frontière. Et on a oublié qu'ils étaient de nationalité belge, on a oublié qu'ils étaient de nationalité suisse. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'ils sont renvoyés à quelque chose d'une altérité qui peut faire l'objet de formes de racisation ou de formes de culturalisation. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se joue à l'endroit de la frontière et qui se joue par rapport à la question des possibilités, des conditions d'appartenance au patrimoine littéraire français. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre. Pour certains, cet accès est naturel, même s'il y a des difficultés, et du temps, etc. Mais au final, il y a une sorte d'assimilation, c'est-à-dire d'effacement de l'origine suisse ou belge, européanisée initialement. Et pour d'autres, c'est bien évidemment beaucoup plus complexe. Tu as dit pour une interview à l'Humanité que le terme francophone renvoie à une représentation racialisée de l'écriture littéraire. Et du coup, je trouve ça très vrai. Je crois que moi j'ai l'impression que écrivain francophone, c'est légèrement inférieur à écrivain français. D'ailleurs, moi j'ai publié un roman et la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée voir si j'étais à côté des livres culinaires et des guides de voyage sous la bannière francophone. Et je voulais être une écrivaine française parce que je suis française et que pour moi c'était important que ce soit dans les actes, dans la librairie. Et effectivement, on le trouve là. Et je trouve qu'il y a une vraie hypocrisie à ce propos-là parce que la francophonie... c'est-à-dire que moi qui ai lu beaucoup de livres Asian American, aux États-Unis, la catégorie minority writer, donc un écrivain de la minorité, c'est une catégorie. C'est-à-dire qu'il y a des grands auteurs qui sont labellisés Asian American Literature, comme il y a Afro-American Literature, etc., etc. Ma question, c'est case ou pas case? Qu'est-ce qui est bien? Il y a un auteur qui s'appelle Viet Thanh Nguyen qui a écrit un livre qui a été primé par le Pulitzer de la fiction en 2016 et qui a dit « Vous pouvez m'appeler Asian American ou Vietnamese American ou Minority Writer si vous appelez les auteurs blancs. C'est adjectif pour tous ou adjectif pour aucun. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, j'ai pas de position normative par rapport à ce type de questionnement. Évidemment, la situation américaine, dans le contexte américain, est un exemple intéressant, même s'il n'est pas identique à ce qu'on observe ici en France. Le cas de la francophonie est quelque chose qui est assez spécifique. Mais ce qui est effectivement assez notable, c'est le fait que l'espace symbolique n'est pas partagé. On aurait pu imaginer finalement une organisation qui instaure un espace commun
habitable par les écrivains dès lors que la langue française est celle de leur écriture. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui a besoin d'aller plus loin, qui a besoin de signifier qui serait de culture française, qui serait né en France, qui serait de parents français, et qui aurait une sorte de francité beaucoup plus problématique ou beaucoup plus étrange ou étonnante qu'il faudrait interroger. Et c'est pour ça qu'on peut l'observer de manière très simple lorsque les écrivains dits francophones présentent leur roman. L'une des premières questions qui leur est posée comme une forme de déclinaison identitaire, c'est d'essayer de voir quel est le rapport qu'ils ont à la langue française. Que pensez-vous de la langue française ? Qu'est-ce que la langue française vous a apporté ? Comment vous sentez-vous dans la langue française, etc. Toutes ces questions sont des questions qui participent d'une manière ou d'une autre, il me semble, dans le caractère en plus performatif qu'elles ont, à reconstituer quelque chose de la relation majoritaire-minoritaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez passionnant, puisque ça redonne à la question littéraire son potentiel politique et ça permet de faire émerger les rapports de pouvoir qui sont à l'œuvre dans un espace qui, la plupart du temps, dénie le pouvoir qu'il est et qu'il incarne et qu'il possède. Alors on va remonter un peu la chaîne de l'institution littéraire que tu nous as déroulée. On va remonter un peu le premier goulot d'étranglement qui est donc le passage à l'éditeur. C'est-à-dire que vous avez écrit quelque chose et vous voulez le présenter à quelqu'un pour voir si il est d'intérêt public. Je dis forcément il est d'intérêt pour la personne qui l'écrit. Et j'aimerais lire un extrait de ton livre à propos de la recherche d'édition de Kateb Yassine. Il dit: j'ai amené les premières ébauches de Nedjima au Seuil et je me souviens de la réaction du lecteur, je ne dirai pas son nom. C'est trop compliqué, ça. En Algérie, vous avez de si jolis moutons, pourquoi vous ne parlez pas des moutons ? C'est exactement ce qu'il m'a dit le plus gentiment du monde. Donc ça, c'était dans la fin des années 40. Et j'aimerais qu'on écoute un extrait d'une écrivaine qui a dit à peu près la même chose plus tard, plus proche de nous. In fact, I did not know what African authenticity was. The professor told me that my characters were too much like him, an educated and middle-class man. My characters drove cars. They were not starving. Therefore, they were not authentically African. Donc ça, c'est Chimamanda Ngozi Adichie. Donc elle parle du danger de l'histoire unique. Et donc là, il y a deux auteurs, donc maintenant acclamés, qui nous expliquent comment le premier pas a été difficile. C'est-à-dire qu'on leur a dit, cette histoire-là, elle ne représente pas quelque chose pour moi parce que je ne vois pas en quoi tu es légitime à la raconter, en fait. C'est ça que j'entends. Et ça correspond pas à ce que je perçois de l'Algérie ou de l'Afrique pour le cas de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est vraiment, en fait, les gens ont envie qu'on leur raconte les fantasmes qu'ils ont de territoire, même s'ils ne les ont pas connus, en fait. Oui, ça me semble poser quelque chose d'assez central, qui est la question de l'authenticité, en fait. La machine éditoriale, l'entreprise de fabrication des livres, c'est-à-dire de fabrication de la littérature, comme une entreprise qui serait à la recherche de l'authenticité de l'altérité, en fait. Et c'est effectivement quelque chose qui, ici, a profondément à voir avec le fonctionnement interne de la pensée racisante, c'est-à-dire l'idée que finalement, il y a une essence. Il y a une essence. Il y a l'essence algérienne. Il y aurait l'essence africaine, comme il y aurait l'essence indienne. Si par exemple, on revient au premier texte de Salman Rushdie, par exemple. Salman Rushdie s'est aussi assez fortement exprimé sur cette question-là. Et l'objectif, l'idée, et tout cela est évidemment, a fortiori, avec le cas américain à replacer dans un contexte de production capitaliste. Et ici, cette organisation économique néolibérale est très importante. Elle vise à opérer quelque chose qu'on pourrait qualifier de marchandisation de la différence culturelle. C'est-à-dire qu'il faut produire de la différence culturelle, il faut d'une manière ou d'une autre, accompagner les auteurs dans des processus d'auto-exotisation de leur propre
posture littéraire, mais aussi de leurs propres écrits. Et tout cela, bien évidemment, se passe d'une manière très complexe. Il faudrait à chaque fois replonger dans la spécificité de la relation entre tel auteur, tel éditeur, et essayer de comprendre comment cela s'est passé, puisque c'est extrêmement relationnel et dynamique. Mais il me semble que cette recherche de l'essence, elle est une manière de produire l'essentialisation dans un espace où ce sont des biens culturels altérisés qu'il faut vendre. Donc effectivement, il y a une nécessité de correspondre à une demande sociale, matérielle, mais aussi profondément imaginaire, projetée sur des corps perçus comme distincts. Mais du coup, ça ne permet jamais à ces auteurs-là d'atteindre le statut d'auteur de littérature, ou d'autrice d'ailleurs de littérature française, puisqu'en fait, on les confine à des thématiques qui sont extrêmement réduites et qui, même si ça peut être le cas, mais en tout cas qui ne sont pas perçues comme ayant une portée universelle. Donc on fabrique leur altérisation et finalement on les labellise même avant même qu'ils aient produit un texte. Oui, sur cette question-là, on pourrait aussi y inclure le rapport social de genre, puisque les femmes ont été aussi dans une situation particulièrement complexe par rapport à cette problématique-là. Et il y a évidemment dans une perspective intersectionnelle des articulations très fortes. Ce que chacun semble poursuivre, c'est évidemment une reconnaissance sociale, une valorisation institutionnelle du travail. Ça peut être quelque chose de pleinement légitime qu'on peut comprendre, mais on remarque bien évidemment qu'ils ne sont jamais écrivains ou écrivaines tout court. La qualification de leur travail, la qualification de leur production. D'ailleurs, vous le voyez, quand on parle de littérature et de littérature féminine, immédiatement, on crée une hiérarchie. Immédiatement, le fait de poser une différence ramène à une sorte de verticalité très forte. Alors moi aussi, j'ai un pendant de ça qui est un peu différent, c'est que comme je suis une femme et que j'ai écrit quelque chose qu'on qualifierait, je mets des guillemets, d'intime, la première question qu'on me pose, c'est est-ce que c'est autobiographique ? Mmh. Parce que on attend de moi, alors de manière que je parle de Chinatown, etc., de tout ça, mais aussi on attend de moi que je livre quelque chose de l'ordre du témoignage. Et ça, tu le dis dans ton livre, c'est que on me nie quelque part la capacité littéraire, c'est-à-dire que je ne pourrais écrire que ce que j'ai vécu. Et ça, c'est assez complexe parce qu'en même temps, effectivement, oui, il y a des choses de moi dans un... Enfin, je veux dire, on écrit des choses aussi parce que peut-être on les a pensées, ou c'est possible. Mais posé comme ça, moi, je le ressens souvent comme une négation de ta capacité à produire de la fiction. Quoi. C'est ça. Ouais. Il me semble que ce qui est en jeu ici, c'est quelque chose d'absolument central. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai pu observer à travers mes recherches, il y a une résistance extrêmement forte à l'idée que des individus, que des groupes minoritaires deviennent producteurs de représentation, et potentiellement de représentations critiques, et potentiellement de représentations qui se veulent contre-hégémoniques, oppositionnelles. Et ce retour, cette réassignation à quelque chose qui ne serait pas abstrait, qui ne serait pas intellectualisé, qui serait uniquement incarné, qui serait uniquement produit par le corps et par les émotions du corps. Et pour moi, vraiment une tentative de maintenir un ordre qui est celui, bien évidemment, de l'ordre littéraire, mais qui est celui de l'ordre politique, en vérité. Qui peut produire des représentations, concurrentielles, et qui peut produire des représentations qui ont pour vocation de déstabiliser l'ordre dominant.
Et il y a une question aussi qui me semble intéressante, qui est la question du niveau d'exigence qu'on peut avoir vis-à-vis d'auteurs qu'on perçoit comme étant différents. Dans son article, Claire Ducournau, qui est un article qui s'appelle « Des consécrations sous conditions », elle relate le fait que l'écrivaine Fatou Diom, qui est, elle, d'origine sénégalaise, franco-sénégalaise, dénonce de même une certaine condescendance des Blancs. Et Fatou Diom dit que ces Blancs encensent des romans africains nuls, des navets, car ils ne nous croient pas capables de bien écrire. Et elle évoque des amalgames souvent réalisés entre les auteurs sénégalais et congolais, par exemple. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que cette manière d'alimenter la forme d'exotisation fait qu'on va se contenter de récits de moindre qualité parce qu'on va se dire oui bon bah c'est bien pour eux, ils racontent leur truc mais dans une forme qui est un petit peu simpliste mais qui correspond à leur niveau de capacité en termes d'écriture. Oui, évidemment que la perception, le jugement qui va être posé sur l'ouvrage, sur l'écrivain, la manière dont il l'incarne et dont il le défend, va être pris dans ce spectre de l'altérisation, dans ce spectre de la production de la différence culturelle. Et on peut évidemment remarquer des formes de critiques qui parfois sont des critiques acerbes à l'égard du niveau de langue, à l'égard de la maîtrise de la langue française. Et des écrivains ont été refusés. Leur livre n'a pas été publié puisque dans le contexte de l'époque, au regard des relations avec la maison d'édition, etc., le livre apparaissait comme non publiable. Donc évidemment qu'il y a cette question très importante entre le légitime et l'illégitime, entre le français et le francophone, mais beaucoup plus en amont, et vous avez raison de le souligner, ce qui est publié et ce qui n'est pas publié fait bien évidemment aussi advenir des rapports d'inégalité invisibles ou invisibilisés. Alors ensuite, après avoir été publié, il y a aussi la reconnaissance littéraire, c'est-à-dire que donc dans ton livre, tu parles de reconnaissance littéraire comme une arme politique, hein, c'est-à-dire que les ouvrages à qui on reconnaît une importance, ça en dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit. À propos de l'entrée de Kateb Yassine à la Comédie Française, tu écris que l'intérêt porté à Kateb Yassine a foncièrement résidé dans la trajectoire de vie, ses déceptions amoureuses, son engagement politique, son expérience carcérale, et non dans ses pièces de théâtre. Dès lors apparaît une distinction claire entre le sujet colonial et l'objet littéraire. Pourquoi est-ce qu'on peut consacrer quelqu'un en méconnaissant son travail pour montrer... quel est le but de cette manœuvre ? Alors, le cas de l'intégration inaboutie ou inachevée de Kateb Yassine au répertoire de la Comédie Française, c'est une histoire longue et complexe, notamment parce qu'il y a encore des espaces que je n'ai pas pu combler en termes d'accès aux archives, etc., etc. Ce qu'on peut malgré tout en tirer comme résultat, c'est ce qu'on peut appeler les inclusions instrumentales. Comment expliquer que des auteurs entrent au répertoire en ayant une œuvre conséquente et que d'autres n'y entrent pas ? Quel est l'intérêt politique à inclure et à exclure ? Et bien évidemment, ces réflexions doivent être menées sur des corpus larges et à chaque fois avec des perspectives socio-historiques précises, etc. Dans le cas de Kateb Yassine, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que il y a une sorte de phénomène dans le phénomène dans le phénomène. C'est-à-dire que cette année-là, l'année 2003, est une année très particulière. C'est l'année de l'Algérie en France. Et cette année de l'Algérie en France, elle ne vient pas de nulle part. Elle a été une forme de réponse. C'est la réponse que l'État français, par la voix de Jacques Chirac notamment, a décidé d'offrir, de répondre à l'intervention qu'avait faite 3 ans auparavant Abdelaziz Bouteflika devant l'Assemblée nationale française, en demandant à ce que l'État français se repente des crimes coloniaux. Donc, il y a là, de manière plus globale encore, une sorte d'entreprise de valorisation culturelle, puisque le dialogue politique est, on pourrait dire, bloqué, ou puisque quelque chose du point de vue diplomatique, du point de vue des États n'est pas envisageable, n'est pas possible. Donc c'est à cet égard qu'on peut parler ici d'inclusion instrumentale, c'est-à-dire qu'on considère parfois les institutions, notamment littéraires, l'entrée d'un individu équivaudrait à la réparation d'une injustice
commises par des effets de non-représentation ou de faible représentativité. Donc ici, cette notion-là, des intérêts politiques à inclure, à exclure, est effectivement très importante. Alors tu dis aussi dans ton livre, si la littérature algérienne de langue française était jusqu'à présent très étudiée et mise en valeur au niveau international, et aux États-Unis et au Canada plus particulièrement, elle semblait souffrir d'une certaine méconnaissance en France. Et on peut mettre ces propos de ta part en parallèle avec le discours de Maryse Condé, donc l'écrivaine guadeloupéenne, quand elle a été célébrée par le prix Nobel alternatif en 2018. Elle dit, sur un plan plus personnel, ma longue carrière d'écrivain et de militante a été parcourue de périodes de découragement, de doute, de lassitude. Le plus dur, c'était les rentrées littéraires quand les Français partageaient les prix entre les maisons d'édition qu'ils estimaient importantes. Est-ce que la valeur littéraire de l'œuvre de Maryse Condé en France a été éclipsée par son message politique, et comment on explique qu'une telle écrivaine ait une reconnaissance extrêmement importante, notamment aux États-Unis, jusqu'au prix Nobel alternatif, sans être vraiment très très connue du lectorat français? Il est évident que les formes d'engagement militant, politique, etc., vont avoir des incidences sur la perception de l'autrice, de l'auteur en question, et sur les possibilités qui vont lui être offertes ou qui, au contraire, vont lui être refusées. Il faut avoir à l'esprit que nous sommes encore, d'une manière ou d'une autre, dans un régime littéraire, on pourrait dire, qui est encore romantique, ou du moins encore romantisé. C'est-à-dire qu'on est encore dans quelque chose d'une norme ou d'un régime normatif de la littérature qui s'est pendant assez longtemps pensé comme non politique. Et quand je dis ici non politique, c'est au sens de non oppositionnel, non critique à l'égard de l'ordre dominant dans la manière dont il a pu se déployer à des périodes particulières. Donc la situation de Maryse Condé, il faudrait l'étudier de manière plus précise pour pouvoir objectiver des éléments supplémentaires, mais on peut effectivement émettre l'hypothèse que le fait qu'elle soit femme et le fait qu'elle soit une femme noire a participé d'une manière ou d'une autre à complexifier sa trajectoire et à l'inscrire dans quelque chose qui a été marqué, comme elle le dit elle-même, par l'obstacle, par la difficulté et de manière structurelle. C'est-à-dire que ce à quoi nous avons affaire, ce sont des tentatives de positionnement, de repositionnement individuel au sein de quelque chose de structuré historiquement. Et donc la reconnaissance littéraire a aussi été une forme de monnaie d'échange pour le politique, et tu expliques le procès en ingratitude littéraire subi par Assa Djebar en 2006 lors de son discours de réception à l'Académie française. Elle avait réagi à l'actualité sur le rôle dit positif de la colonisation. C'était une loi de 2005. Donc peut-on librement critiquer la France quand on est un auteur ou une autrice francophone? Alors ce qui est intéressant dans cette expérience d'Assia Djebar, c'est premièrement, l'usage qu'elle va faire de cet instant qu'elle vit, qui est une sorte d'instant magistral où elle devient une immortelle parmi les immortels. Et dans le discours qu'elle va prononcer à l'Académie française, elle va accorder un temps long, un temps même très long, à des questions politique. Elle va bien évidemment revenir à la question de la figure paternelle, c'est quelque chose de pleinement central dans son œuvre, mais elle va relier cette expérience-là, d'une part, à ses souvenirs d'apprentissage de la langue arabe. Elle va expliquer qu'il y avait pour elle, dans cette langue arabe et dans l'apprentissage des versets coraniques, quelque chose d'une expérience esthétique, et elle va progressivement évoquer ce qui a pu être à ses yeux une forme de dérive, une sorte de démarche électoraliste, comme elle dira, de la part de certains hommes politiques, et qui est pleinement cristallisée dans cette loi. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement une frange du champ littéraire français, une frange plutôt conservatrice, plutôt gardienne du temple, si je peux me permettre l'expression, va avoir une attitude, va réagir assez fortement en disant mais finalement elle devrait nous remercier.
Elle devrait nous remercier. Cette langue dans laquelle elle s'exprime est la langue française. Et l'une des expressions qui va notamment être utilisée par un critique littéraire sera l'idée que finalement, par ce discours, Assia Djebar a plongé son épée dans la plaie. Et que cette idée de plonger l'épée dans la plaie n'est pas digne d'une académicienne, n'est pas digne surtout d'une académicienne qui est femme et qui est algérienne au sein d'une institution française. Donc il y a ici quelque chose qui est pleinement pris à la fois dans des rapports de pouvoir liés au genre, liés à la question de la visibilité des femmes au sein de ces espaces-là, et bien évidemment la question coloniale, telle qu'Assia Djebar va décider de la poser. Eh ben, on aurait eu plein de questions à te poser, Kautar, notamment sur. Moi, j'aime bien l'idée. Enfin, dans ton livre, tu dis que Assia Djebar était qualifiée de Sagan algérienne, et quand on pense qu'aujourd'hui c'est Faiza Guène qui est qualifiée de Sagan des banlieues, on voit qu'il y a un continuum historique assez évident. Malheureusement, on ne peut pas poursuivre davantage cette conversation, mais c'était passionnant. Merci. Donc, on arrive à la fin de ce numéro de Kif Taras sur notre rapport à la langue. Merci beaucoup, Kautar Archi, de nous avoir livré ton expertise. Ton essai intitulé « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne » des écrivains à l'épreuve est toujours disponible aux éditions Fayard. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous aussi vous entretenez un rapport ambigu, paradoxal avec votre langue, vos langues, ou si vous trouvez au contraire que la langue c'est simplement un outil comme les autres, écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter et sur Facebook ou avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Rokhaya. Merci Grace. Binge.